Nos deux intervenants viennent du LICA, qui est le laboratoire d'intelligence collective et artificielle. C'est un organisme qui est engagé à accompagner les citoyens et les organisations dans les transitions environnementales, numériques et sociales. J'inviterai d'abord Raphaël Torres, co-gérant du LICA, où il accompagne les institutions et les organisations dans la conception de technologies plus responsables, Éléonore vient d'en parler, et des technologies au service de l'intelligence collective. Il s'interrogera sur le positionnement à avoir entre intelligence artificielle, intelligence collective, ainsi que sur la responsabilité humaine derrière chaque action faite par l'IA. Il sera suivi par Colline Nelson, facilitatrice et chef de projet au LICA, qui est une ancienne formatrice à la D-School. Donc si vous l'avez déjà vu, c'est pas étonnant. Ah oui, merci, j'ai reçu un petit symbole. Hop, vous avez leur visage. Donc, Colline conçoit et anime des ateliers collaboratifs pour accompagner les organisations dans leur transformation. Et pour ça, elle utilise le design thinking, fiction, l'intelligence collective. Colline va, elle, jeter un regard prospectif sur l'IA. On va explorer, remettre en question les promesses de l'IA et s'interroger sur les risques qui pourraient émerger. Je vous laisse la parole. Merci. J'espère qu'il vous reste un tout petit peu d'énergie pour ces 40 dernières minutes ensemble. Donc on va présenter en deux parties. On a déjà présenté le LICA dans les grandes lignes, mais pour vous en toucher deux mots, du coup, on est à Marseille, une société coopérative en gouvernance partagée, et on accompagne citoyens, entreprises, institutions, collectivités sur les sujets de transition écologique et sociale. Et pour faire ça, on a deux outils principaux. L'intelligence collective d'un côté, pour traiter les enjeux de coopération et de gouvernance, et l'intelligence artificielle de l'autre, pour traiter la transversalité et la complexité de ces sujets-là. Enfin, si vous êtes à Marseille, vous nous connaissez peut-être plus sous cette forme. C'est le Tiers Lab des transitions qui est ouvert au public depuis 1 an, dans lequel nous travaillons et qui a pour ambition d'être un lieu inspirant, démonstrateur des transitions. Donc ça a juste augmenté notre mission de base. Et pour vous donner un peu une idée de notre culture, certains disent que nous sommes des utopistes, mais nous préférons le terme d'optimistes. Certains disent que notre travail est sérieux, mais nous préférons le qualifier de lucide. Et donc on va avoir une intervention en 2 temps. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour justement vous partager comment la prospective et l'exploration de futurs positifs nous aident à maintenir le cap et explorer les potentiels que l'IA peut nous apporter. Et je te laisse la main, Raphaël, en attendant. Ça marche. Et donc moi, je vais vous présenter un peu les sujets d'IA et plus particulièrement comment on peut en avoir un usage éthique, qui sont les conditions pour pouvoir derrière avoir un processus créatif. Pour passer rapidement sur mon parcours, moi je suis ingé en IA de formation. J'ai terminé mes études à la University of California, Los Angeles, où je faisais des algorithmes de reconnaissance de chants d'oiseaux pour les parcs nationaux californiens. Donc un institut académique, enfin un contexte académique. Quand je suis revenu en France, j'ai travaillé chez un grand groupe du semi-conducteur qui s'appelle NXP Software. On faisait de l'IA pour la téléphonie mobile, pour de l'embarquer. Puis j'ai cofondé une start-up et voilà, au fur de ces différentes expériences, j'avais de plus en plus de questions qui s'accumulaient sur l'impact de ces solutions-là sur nous en tant qu'individus, sur nous en tant que société. Je ne savais pas encore qu'il s'agissait d'enjeux éthiques, je n'avais pas ce vocabulaire-là, mais j'ai rejoint du coup le LICA en 2021 pour piloter nos activités en IA éthique et pouvoir m'occuper vraiment de ces sujets-là plus en profondeur. Donc depuis, je pilote ces activités de formation et d'accompagnement en IA éthique. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer à Montréal à une formation du MILA qui réunissait 40 personnes issues d'un peu partout dans le monde, spécialement sur les sujets d'IA responsable et de droits humains. On a pu justement discuter un peu des impacts juridiques, d'ingénierie et voilà, sur tous ces différents enjeux d'IA. Mais quand on parle d'IA, on peut parler de plein de choses différentes. Donc je vais faire un petit détour juste sur un peu la définition. En général, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle très généralement d'algorithmes de deep learning, que ce soit ChatGPT, les algorithmes de recommandation sur LinkedIn, sur YouTube, etc. L'énorme majorité
de l'IA que vous rencontrez dans vos vies, dans votre quotidien, c'est des algorithmes de deep learning. Super, mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, donc la définition, c'est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre un problème. Donc imaginons que je veuille, j'ai un petit bloc de Lego, je veux les assembler pour faire un avion. Je peux tout à fait écrire une suite d'instructions qui disent quel Lego sélectionner, comment les assembler pour obtenir un avion. Et c'est totalement valide comme algorithme. À partir du moment où ces instructions, j'en ai une liste finie pour que ce soit faisable, et que ça soit non ambigu, c'est-à-dire que si je le passe à ma collègue et qu'elle suit les mêmes instructions, elle obtiendra le même avion. Donc, on peut faire des algorithmes pour plein de choses, notamment, par exemple, on peut utiliser des algorithmes pour détecter dans une photo si c'est une photo de ciel ou pas. Donc, classiquement, ce que je vais faire ici, si j'ai une photo d'un ciel, je peux me dire, par exemple, les instructions, c'est je regarde tous les pixels de ma photo, je prends la moyenne, et si en gros c'est bleu, dans ce cas-là, c'est un ciel. C'est un algorithme. Je vais essayer ici, il va détecter que c'est un ciel, ça va fonctionner. Je peux avoir d'autres exemples. Si par exemple j'ai plus de nuages, la photo va être moins bleue, plus blanche, ça va plus fonctionner. Donc là, je vais rajouter dans mon algorithme des conditions et dire et si il y a un peu de bleu et de blanc, ça fonctionne aussi. Mais vous me voyez venir, je pourrais toujours trouver une photo d'un ciel pour lequel mon algorithme ne fonctionnera pas. Parce que détecter un ciel, c'est compliqué, et si je dois écrire à la main toutes les instructions qu'il faut faire pour le détecter, ça risque de me prendre fort longtemps si j'y arrive. Et c'est là que l'IA a été un changement de paradigme, a été un peu une révolution comme technologie. C'est que l'IA, c'est ce qu'on appelle un méta-algorithme, c'est-à-dire que c'est elle qui va décrire elle-même les instructions dont elle a besoin pour résoudre le problème. Et elle le fait à partir d'exemples qu'on lui donne, de données. Donc on va lui donner beaucoup d'exemples de ciel et de pas ciel, comme on ferait avec un enfant, et elle va mettre les instructions nécessaires pour dire « Ok, avec ces instructions, si tu les suis, je pourrais différencier un ciel de pas un ciel ». Et ça, c'est vraiment, en termes d'innovation, une révolution, puisqu'on passe d'une approche déterministe où j'écris toutes les instructions à faire pour résoudre mon problème, à une approche où je ne suis pas en capacité d'écrire toutes les instructions parce que le problème est trop compliqué. Par contre, j'ai plein d'exemples de ce problème résolu. Je vais les fournir et je vais avoir un algorithme qui va se créer à partir de là. Donc une fois qu'on a inventé ça, on l'a essayé dans tous les domaines parce que ce n'est pas un domaine spécifique et on a tous et toutes, dans plein de domaines d'activité, ce cas-là qui nous arrive, c'est-à-dire une tâche qu'on ne sait pas résoudre, mais sur laquelle on a beaucoup d'historique. Et c'est pour ça qu'on l'a vu se proliférer un peu partout et avoir des très bons résultats. Donc, super innovation, on peut faire plein de choses avec. Il y a un article d'un consortium d'instituts de recherche qui étudie l'impact de l'IA sur les objectifs de développement durable et qui analyse le fait que l'IA peut avoir un impact potentiel positif de 79% des objectifs et sous-objectifs de développement durable et 35 de façon négative. J'ai la référence de l'article si ça vous intéresse de le creuser en détail, mais à ce stade, on peut avoir un peu deux apprentissages à partir de ça. Le premier, c'est que l'IA, ce n'est pas un sujet gadget, c'est un sujet qui a vraiment un impact sur nos sociétés et sur ce qu'on a envie d'en faire. Alors, c'est potentiel, hein, ça veut veut pas dire que c'est plus positif que négatif. Nous, en tant que civilisation, on est tout à fait capable de prendre tout le négatif et rien du positif. Ce ne serait pas la première fois. Mais ça montre que voilà, c'est une technologie hautement politique qui peut vraiment nous amener quelque part en fonction de ce qu'on en fait. Le deuxième apprentissage qu'on peut faire de ça, c'est que un peu la balle est un peu dans notre camp et c'est à savoir aujourd'hui que ça se joue et où est-ce qu'on va mettre le curseur entre ce potentiel positif, ce potentiel négatif. Mais autant c'est vraiment une opportunité, autant il y a aussi aujourd'hui des problématiques par rapport à l'IA, et notamment un problème de vision et de discours, parce qu'il y a deux imaginaires principaux qui se bataillent et qui sont un peu clivants l'un contre l'autre. D'un côté, on a l'imaginaire des GAFAM,
qui est une approche technosolutionniste et qui nous dit cette technologie va résoudre tous nos soucis. Cet imaginaire nous vient de la Silicon Valley et il porte avec lui cette notion de progrès, de transhumanisme, de l'idée qu'on va forcément vers une courbe linéaire de progrès, s'augmenter et aller vers du mieux, en invisibilisant tout un tas d'enjeux, notamment qu'on a présentés dans la conf juste avant. Et de l'autre côté, on a un imaginaire, notamment issu de la pop culture, de la science-fiction, dystopique, qui questionne notre rapport entre l'humain et la technologie et qui, à l'inverse, nous dit c'est foutu, on va tous y passer. J'ai mis quelques exemples de références que vous connaissez, mais je suis sûr qu'on pourrait passer la journée à nourrir cette slide de plein d'exemples. On a été hyper prolifiques, les créatifs, sur ce sujet-là. C'est un imaginaire, mais c'est un imaginaire qui se base sur une forme aussi de réalité, parce qu'il y a des vraies raisons d'avoir peur aujourd'hui de l'IA. Il y a des enjeux écologiques, c'est-à-dire que l'IA est extrêmement énergivore, elle consomme aussi des ressources, et les tendances aujourd'hui sont à l'augmentation. Les acteurs de ce domaine-là continuent de multiplier les data centers nécessaires pour faire tourner ces modèles-là, etc. Donc on a une tendance exponentielle de consommation qui inquiète. On a des enjeux géopolitiques avec des connivences entre acteurs politiques et acteurs économiques qui concentrent du pouvoir et qui peuvent être dangereux pour notre démocratie. On a des enjeux sociaux qui posent la question du respect de la vie privée, de nos données à caractère personnel, de nos dynamiques collectives aussi, de la polarisation du débat public, etc., des enjeux sur le travail. Tout ça génère un phénomène aujourd'hui qu'on appelle un phénomène d'IA-anxiété, comme on a un phénomène d'éco-anxiété. Donc au LICA, on essaie d'avoir cette posture lucide et optimiste. Lucide parce que conscient des limites et optimiste parce qu'on a envie de pouvoir profiter des opportunités qu'il y a. Et il faut mettre, à notre sens, les deux en regard l'un de l'autre. Dans les opportunités, notamment dans les opportunités dans le processus créatif, on a par exemple le fait que l'IA peut réaliser des tâches à faible valeur ajoutée. Il y a beaucoup de choses qu'on produit, qu'on duplique, qu'on passe du temps dessus. C'est pas là où on a de la valeur ajoutée. Ça, on peut le déléguer à une IA et nous, on passe du temps à imaginer, à apporter le twist pour avoir une idée intéressante, pertinente. L'IA peut être une assistante à la création. L'IA peut générer du contenu, du texte, de l'audio, de la vidéo, qui peuvent nous servir comme un bloc élémentaire dans une œuvre plus large, etc. L'IA peut nous aider à l'idéation pour éviter ce phénomène de la page blanche, un peu voilà, comme le collègue ou la collègue avec qui on va discuter au café et qui va nous nourrir de plein d'idées. Sauf que ce collègue ou cette collègue-là ne dort jamais, ce qui est un avantage aussi. On a aussi le sujet de la gestion des connaissances, c'est-à-dire que l'IA peut nous donner des pointeurs vers plein de ressources, plein de références. On peut aller creuser un sujet, etc. Et donc, du coup, on peut s'informer aussi sur des sujets, ce qui est très utile pour faire son état de l'art, par exemple, pour un projet créa. Donc, plein d'opportunités, mais en regard de ça, l'IA est biaisée et peut faire preuve de discrimination. L'IA, aujourd'hui, notamment les larges langages modèles, dont issus par exemple ChatGPT et des systèmes comme ça, sont entraînés sur toutes les informations qu'on a sur Internet. Et c'est pas un spoiler de dire que Internet est hautement biaisé. Il y a des hallucinations, des aberrations, c'est-à-dire que l'IA crée du vraisemblable, mais pas du véridique. Son but, ce n'est pas de créer quelque chose qui soit juste, c'est créer quelque chose qui semble juste. Il y a des enjeux de propriété intellectuelle. Ce que l'IA produit, elle le produit à partir de quoi? Comment elle valorise ce matériel-là qu'elle vient chercher, etc. Auprès de qui? Impact écologique, respect des libertés individuelles et collectives, j'en ai parlé juste avant. Donc comment réussir à trouver un équilibre entre ces opportunités et ces limites-là? Le MUSEM
depuis 4 ans, organise des procès du siècle, des conférences sur différents sujets d'actualité. Et cette année, il y en avait un sur l'IA mystique, IA éthique, auquel on a participé, qui posait justement cette question et ce sujet-là. C'est-à-dire, il y a d'un côté l'IA mystique, celle qui est dans le cloud, qui n'a aucun impact écologique, aucun impact social, elle flotte au-dessus de nous, c'est magique. On peut lui poser des questions, elle a réponse à tout, comme un oracle. Et il y a l'IA éthique qui va justement aller questionner cette IA-là, lui demander des comptes, demander de la transparence. Et nous, tout notre travail au LICA, c'est justement de réussir à sortir de ces IA mystiques pour aller le plus possible vers des IA éthiques. Désolé. J'ai vexé le... Ah. Du coup, comment on fait? On utilise, nous, principalement 2 méthodes, l'ethics by design et l'intelligence collective dans nos formations et accompagnements pour justement concevoir des IA éthiques. L'ethics by design, c'est le concept assez simple qui est d'embarquer ces enjeux et questions éthiques dès les phases de conception et pas attendre qu'on soit en production pour se poser ces questions-là. Parce que quand on est en production, c'est souvent trop tard pour modifier les choses, et quand on peut les modifier, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, etc. etc. Vous faites un bad buzz avec un produit qui utilise de l'IA, derrière, ça prend des années pour faire des campagnes de com, pour rattraper ça, etc. C'est foutu. Donc, il vaut mieux se poser la question avant qu'après. En gros, c'est ça l'idée. Et pour illustrer ça, du coup, on avait travaillé sur un projet avec une institution qui s'appelle Opera, qui travaille sur la recherche ouverte en Europe. Et il s'était posé notamment la question plus spécifiquement, les chercheurs, nous, on utilise l'anglais principalement pour communiquer, pour lire des articles, écrire des articles, etc. Et donc, du coup, on donne toute notre propriété intellectuelle à des traducteurs automatiques qui utilisent de l'IA, type Google Trad, DeepL, etc. Et on n'a aucune rétribution là-dessus, et tous les jours, on continue de fournir du texte, etc. Donc, il y a un petit enjeu éthique. Et on les avait accompagnés dans le cadre d'un appel d'offres en 4 étapes sur lequel on intervenait sur la dernière étape, pour imaginer à quoi ressemblerait un traducteur automatique de façon éthique. Quelles sont les conditions pour qu'un traducteur automatique soit éthique. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un tableau de bord qu'on a fait dans le cadre d'ateliers, un peu pour prototyper, où on a Jeanne Martin, qui est une traductrice, et qui se connecte à cette plateforme-là, avec plein de fonctionnalités que je passe pas en détail, mais en gros, qui permet de voir où est-ce qu'elle a contribué, comment elle va être rétribuée pour ça, avoir de la traçabilité sur ses contributions, sur les données qu'elle partage, pour donner de la transparence un peu sur cet outil et valoriser le travail des traducteurs, des traductrices, des chercheurs, des chercheuses qui utilisent ce genre d'outils. On utilise aussi l'intelligence collective pour notamment augmenter l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'on est tous pétris de biais, mais quand on réfléchit ensemble, l'accumulation de nos points de vue, de diversité, va permettre d'obtenir un résultat un peu moins biaisé. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez puissant, puisqu'on arrive à obtenir des IA, grâce à ça, qui sont plus justes, mieux pensées. Donc l'intelligence collective, pour concevoir des solutions d'IA, est un outil ultra performant, à un tel point que nous, au LICA, on considère qu'il n'y a pas d'IA possible sans IC. C'est pour ça qu'on s'appelle le LICA. Petite anecdote au passage, pour illustrer ça, quand je faisais les slides, je demandais d'avoir une image de l'intelligence collective, et voilà ce qui m'a été généré. Donc on peut assez rapidement voir sur cette photo-là qu'il y a un vrai problème de diversité dans ses pouces et ses manches. Et je trouve que ça illustre très bien, c'est pour ça que je l'ai gardé, je trouve que ça illustre très bien ce que c'est que l'IA sans intelligence collective, et qu'en fait, sans intelligence collective, on a des IA qui vont continuer à propager des stéréotypes, des biais, et que l'intelligence collective permet qu'on n'arrive pas avec ce genre d'image au bout de la chaîne. Ça, c'est nos méthodes, et du coup, on va accompagner des équipes dans différentes organisations pour
pour aider les organisations à se transformer sur ces sujets-là. On fait de la formation pour comprendre concrètement ce que c'est que l'IA, pas techniquement, pas pour développer, mais pour comprendre ce que c'est comme solution, pour pouvoir être en maîtrise, avoir un regard critique par rapport à ça. On va aussi passer un petit temps sur les enjeux éthiques pour qu'on soit tous et toutes conscients de ce qu'il y a comme impact potentiel quand on utilise de l'IA. On va même mener des ateliers de design pour imaginer des cas d'usage qui soient pertinents. On va faire des cadrages éthiques. On vient dans une organisation et on s'assure que l'organisation ait tous les processus, tous les outils nécessaires pour pouvoir maîtriser les externalités que produit une IA quand on la déploie. Et enfin, on va aussi travailler sur des enjeux de stratégie, c'est-à-dire quelle politique d'IA fait sens dans une organisation au vu de sa culture, au vu de son ADN. Pour illustrer un peu ça, sur la partie idéation, atelier design, on voulait vous partager un outil qu'on a développé, qui nous aide dans nos ateliers, qui est un jeu de cartes, qui s'appelle Les possibles de l'IA et qui mélange l'IC et l'IA. En général, c'est Colline qui les anime dans nos temps collectifs. Donc, Colline, je te laisse présenter peut-être l'outil. Oui, bon, on va faire une petite mise en application avec cet outil qui est pile au croisement de l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Si ça vous dit de vous prêter à cet exercice. Est-ce que vous avez de quoi prendre des notes, type post-it ? Ok, alors on a vu tout à l'heure avec Jules les différentes approches méthodologiques de la créativité. Ici, la dynamique qu'on vous propose, c'est du brainstorming sous contrainte. Globalement, je vais vous donner un sujet, ça peut être un contexte. Ici, ça va être une tâche d'un métier. Ensuite, on va tirer une carte du jeu de cartes Les possibles de l'IA, qui est une fonctionnalité de l'intelligence artificielle. Et en combinant la tâche et cette fonctionnalité, essayer d'imaginer une idée de comment la tâche peut, comment nous pourrions déléguer cette tâche à l'IA, comment cette fonctionnalité d'IA pourrait m'aider dans cette tâche. D'accord ? Ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur un cas d'application qui serait le métier d'assistant ou d'assistante RH. Je vais vous diviser l'amphi en différentes tâches. Enfin, on va essayer de faire ça parce qu'il est moins large que ce qu'on imaginait. Je propose que les personnes situées sur la gauche de l'amphi, donc qui était à l'ombre après manger, vous travaillez sur organiser l'intégration administrative des nouveaux arrivants. Donc sur la question d'onboarding. Est-ce que ceux qui se considèrent sur le côté gauche peuvent se lever ? Ça va dynamiser un peu. Très bien, vous travaillez donc sur l'onboarding. Les personnes situées au centre, vous allez travailler plutôt sur le suivi des dossiers personnels et aussi tout ce qui consiste à répondre aux questions courantes. Je vous invite aussi à vous lever si vous voulez travailler sur cette tâche. Très bien. Et enfin, la partie plutôt située à droite, vous allez plutôt vous intéresser à l'organisation d'événements internes, séminaires et autres. Je vous invite à vous lever pour vous dynamiser plus que vous repérez. Super. Et les personnes en ligne, vous pouvez choisir la tâche de votre choix. C'est parti. Donc, chacun a sa tâche en tête. Je tire une première fonctionnalité de l'IA. Raphaël apportera une définition et je vous invite à noter en 30 secondes les idées qui vous viennent à l'esprit. C'est parti. Donc la carte algorithme de recommandation, c'est les algorithmes qui permettent de suggérer des produits, du contenu ou des services en fonction des préférences et comportements passés. Donc comment ces algorithmes de recommandation peuvent vous aider dans la tâche qui vous est attribuée à gauche. Vous pouvez piquer la tâche de quelqu'un d'autre si jamais vous n'êtes pas inspiré par la vôtre. Très bien, on voit que quelques-uns ont noté des idées. Je vous propose de tester une autre tâche, une autre fonctionnalité, pardon.
Celle-là, c'est le chatbot. Donc vous le connaissez probablement, vous avez déjà eu sur des sites web ou des applications à faire un chatbot. C'est un agent conversationnel qui permet d'interagir et donc de répondre à vos questions, ou de vous orienter vers des ressources, etc. Donc comment un chatbot pourrait vous aider dans votre tâche? Ok, on va passer à la dernière carte. L'IA générative. L'IA générative, donc c'est les IA qui permettent de générer du contenu, des textes, des images, de l'audio, de la vidéo. Donc comment une IA générative qui va vous générer ce que vous voulez peut vous aider dans votre tâche. C'est bon pour vous, c'était une petite mise en pratique de cette dynamique d'idéation par la contrainte qui nous amène à une conclusion. Donc là, on l'a fait sur un temps très très court, en fin de journée, donc c'est un peu particulier, mais il faut imaginer qu'on a des ateliers là-dedans où on peut derrière partager ces idées-là, ces post-it, échanger, et que ça fait une base à la discussion. Ce qu'on apprend assez rapidement avec cet exercice-là, c'est que l'IA a un côté baguette magique. Même sans être un expert ou une experte, on trouve très rapidement en général avec ces fonctionnalités-là, des usages de l'IA. On pourrait utiliser un chatbot pour faire ça, on pourrait utiliser une IA générative pour faire ça, etc. etc. Des cas d'usage, on en sort beaucoup. Et il n'y a pas besoin d'être un docteur en deep learning pour les sortir. La question qu'on se pose juste derrière, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser cette IA-là pour faire ça ou non? Si ce n'est pas nécessaire, on peut explorer d'autres alternatives. L'IA a un impact, a un coût, donc s'il y a moyen de faire autrement, autant s'en dispenser. Quand c'est nécessaire, on rentre dans des questions du coup d'Ethics by Design que j'ai présentées, c'est-à-dire toutes les questions qu'on va devoir se poser, toutes les conditions pour s'assurer que l'usage qu'on va faire de cette IA soit pertinent. Et on peut arriver assez loin dans ces questions de design, on va se dire, en fait, elle ne répond pas à mes critères éthiques. Et donc du coup, elle est classée non pertinente et on change de cas d'usage. On essaie de trouver une autre solution. Donc c'est typiquement le cheminement de pensée que nous, on peut avoir quand on fait des accompagnements sur ce genre de sujet. En conclusion, du coup, nous, on trouve que l'IA, c'est une sacrée opportunité pour faire des choses, qu'il faut la conditionner avec de l'intelligence collective pour s'assurer d'un usage éthique et qu'il faut en avoir une approche sobre et frugale, c'est-à-dire elle n'est pas toujours nécessaire et quand elle est nécessaire, de la réfléchir pour que son impact soit le plus maîtrisé possible. Voilà. Donc sur ces premiers apprentissages de qu'est-ce que l'IA éthique, on va passer à cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie, merci pour tous ces apprentissages. Donc je me présente, je m'appelle Colline Nelson, je travaille dans le secteur du design et de l'innovation depuis quelques années maintenant. Et comme vous le voyez, j'ai eu la chance de passer parmi les équipes de la D-School. Alors j'aime mon métier parce qu'il me permet d'appliquer différentes approches méthodologiques comme le design thinking ou le design fiction, dont on va parler là, au sein de tous les secteurs et sur toutes les problématiques. Voilà, ces interventions, ça peut passer de soigner les cas de réunionnite dans votre organisation jusqu'au développement de plans stratégiques. Mais j'étais loin d'imaginer au début de ma carrière que je serais autant sollicitée aujourd'hui pour animer des ateliers d'écriture, des débats autour de futurs peu probables ou bien de parler de manière très sérieuse de monde de bisounours. Dans cette intervention Dans cette intervention, quel est l'apport du design fiction et de la prospective dans notre réflexion sur l'IA? J'ai à cœur de vous parler un peu de l'application d'une de mes expertises,
donc l'étude des futurs au service de temps de travail collaboratif, pour voir ce que ça va nous apprendre sur notre rapport à l'IA, sur ces méthodologies-là, et prendre un petit peu de hauteur, notamment sur nos métiers, au sens général, et pas seulement les métiers créatifs dont on a parlé juste avant. Comment ça va se passer? Déjà, je vais un peu rappeler quels sont les termes qu'il y a derrière prospective créative, design fiction, etc. Et ensuite, je vous partagerai 3 cas d'application avec une petite prise de hauteur au milieu. Déjà, juste pour prendre la température, est-ce que vous pouvez lever les 2 mains si vous avez déjà entendu parler du design fiction? Ouh okay. Il y a du monde, mais piqûre de rappel quand même, je vous propose. Alors, donc quand on va parler de prospective, une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui ressemble à des cartes, des graphismes, des chiffres, etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler la prospective classique. C'est l'approche scientifique de l'étude des futurs. Et c'est très pratique. Ça va être l'utilisation d'indicateurs pour nous dégager des éléments de prévisibilité, probabilité. Et donc, c'est très utile à notre société parce que ça nous permet de savoir assez précisément ce qui pourrait nous arriver. On peut parler aussi de prospective créative. C'est très tentant de pointer vers l'écran. Mais la prospective créative, alors elle n'a pas pour but de prédire l'avenir, elle a pour but de un peu plus se laisser aller pour explorer des futurs plus ou moins intéressants, plus ou moins réels, mais dans le but de nourrir une réflexion stratégique. Je vais me permettre d'explorer, je ne veux pas prédire, je veux juste voir quelles bonnes idées ça amène. C'est ce qu'on a vu un peu sur la créativité, que des fois prendre un peu de recul et aller voir ailleurs, bah, ça amène des idées pas trop déconnantes. La prospective créative, vous en avez peut-être entendu parler avec ce qui se passe au ministère des Armées, la Red Team, qui est une équipe pluridisciplinaire, notamment avec des auteurs de science-fiction et des designers, qui se permet d'explorer des scénarios plus ou moins réalistes pour nourrir une réflexion stratégique et d'innovation au sein des armées. Et enfin, il y a le fameux design fiction, incontournable aujourd'hui dans le secteur de l'innovation, même si c'est une démarche qui est initialement politique. En fait, le design fiction, il va explorer le futur d'un point de vue critique et il va le partager non pas sous la forme de chiffres et de graphismes, non pas sous la forme de récits, mais sous la forme d'objets comme Caroline, par exemple. Caroline, c'est une application qui n'existe pas encore, mais qui pourrait peut-être un jour être dans vos téléphones. Alors, Caroline, c'est un objet qu'on va appeler artefact en design fiction, donc comme si je vous avais ramené du futur cette application. Donc c'est une application qui vous accompagne dans le suivi de votre bien-être émotionnel et psychologique, surtout pour limiter les risques psychosociaux au sein des entreprises. Cela, elle peut le faire grâce à son IA qui aide à recueillir ces données et alerter les cas de mal-être en entreprise. Alors, ce scénario, cet objet, il est issu d'un scénario qu'on a écrit au LICA, qui s'appelle Santé mentale, et qui parle d'un monde où les organisations auraient une responsabilité sur le bien-être, sur la santé mentale de ses employés. Bref, cet artefact, cet objet, Caroline, est censé vous faire 3 effets. Le premier, ça fait penser un peu à ce qui se passe dans le présent. Le deuxième, c'est pas déconnant, c'est plausible comme réalité d'application. Et troisièmement, ça me questionne un peu, ça me titille, j'ai envie d'en parler plus. C'est le but du design fiction. Déjà, en effet, comme dans beaucoup d'outils de prospective, ça va se baser sur le présent, ces fameux signaux faibles. On peut parler de l'IA qui est quand même beaucoup utilisée en libre usage pour remplacer son psy, la place de la santé mentale dans la considération dans le débat public, les risques psychosociaux en entreprise qui augmentent, etc. À partir de ces signaux faibles, on va se laisser un peu de place aux imaginaires, imaginer les futurs possibles, donc quels impacts cela aurait dans le futur, quels produits, services, métiers, et ensuite on va l'incarner dans un objet pour revenir, on va l'incarner dans un objet pour créer de la projection qui va créer du débat, qui va créer de la discussion et avec un peu de chance, une mise en action. Donc c'était pour vous faire un petit panorama de ces outils au sens large de la prospective. Et maintenant, je vous propose de vous montrer comment je les utilise en atelier. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut les utiliser de plein de formes différentes. Vous
Vous pouvez écrire un scénario lors d'un atelier, vous pouvez vous baser seulement sur les artefacts ou sur des récits tout seul. Et il y a plein de... Je continue à pointer vers là, mais... et il y a plein d'usages possibles. Vous pouvez l'utiliser pour innover, pour prédire, pour vous préparer, pour encourager les gens à s'exprimer, pour appréhender des risques. Bref, 1001 usages. Et donc 3 cas que je vous propose ici, qui servent chacun des objectifs différents et qui s'appliquent à des publics également différents. Le premier cas, c'est plutôt dans un objectif pédagogique. On est ici dans notre formation piloter un projet d'IA éthique et suite à l'apport méthodologique, à l'apport théorique sur l'IA éthique et le Ethic by Design, nous confrontons les participants à Caroline. Et la consigne consiste à identifier quels sont les biais qu'il y a derrière cette application. En effet, comme ça, Caroline ne veut rien de mal, mais elle écoute quand même en continu. Elle détecte les variations du ton de votre voix et propose des micro-interventions pour alerter votre entreprise du risque d'épuisement ou de mal-être au travail. Très vite, les participants arrivent à détecter 2 grands questionnements que se posent avec cette application, qui sont la protection des données et la pertinence même de résoudre ce type de problème avec une application. Donc, les impacts de ce genre d'activité avec des intentions pédagogiques, elles sont riches. Globalement, il y a un acquis. Les participants ont bien compris ce que c'était que l'Ethic by Design. Deuxièmement, il y a de nouvelles compétences qui sont nées. Par la discussion autour de l'objet réaliste, on développe son esprit critique et son point de vue et une posture systémique. Et enfin, de manière générale, c'est une activité dynamique qui est assez appréciée par les participants au milieu de la formation. Le cas numéro 2, il va plutôt considérer les accompagnements dont parlait Raphaël tout à l'heure. On est dans le cas de... ici, je vais vous parler d'un public qui est une société coopérative, un bureau d'études dans le bâtiment et donc un public plutôt ingénieur, chef de projet, etc. L'objectif de cette intervention, c'était d'imaginer des cas d'usage, donc comment appliquer l'IA dans les métiers. Voilà, imaginez plein de cas d'usage dans le but de faire par la suite des choix stratégiques. Alors, il y a toute une première partie de l'atelier qui est consacrée à imaginer ces cas d'usage, laisser de la place aux idées. On va utiliser les possibles de l'IA notamment, et on va arriver à ce premier livrable qui est des fiches cas d'usage, cas d'application, qui sont positionnées entre ce qui est loin du cœur de métier et proche du cœur du métier. Loin du cœur du métier, c'est ça m'aide dans la planification, dans la coordination avec les acteurs. Et cœur de métier, ça va être, ça conçoit les plans de construction à ma place. Suite à cette intervention, arrive la partie design fiction. En gros, il intervient par la suite comme un filtre critique et éthique à ces questionnements. En gros, les participants sont répartis en équipes autour d'un scénario écrit qui est inspiré de travaux de prospective. En gros, cet exercice, il est là pour rappeler que le monde, il n'est pas seulement une question d'enjeux techniques, mais aussi de réalité écologique, climatique, politique, sociale, géopolitique, etc. Autour de ces scénarios, les participants discutent de ces réalités. Que se passe-t-il si les chaînes d'approvisionnement sont instables suite à l'invasion de Taïwan par la Chine ? Ou bien, que se passe-t-il si le secteur peine à recruter l'expertise nécessaire pour compléter l'IA ? Dans ces cas, quels sont les cas d'usage que nous avons imaginés préalablement qui sont remis en question ? Alors, les apprentissages sont plutôt riches. Déjà, ils apprécient, ça crée une sorte d'espace d'alignement. Il y a un espace pour échanger entre associés et salariés et identifier qu'est-ce qui compte vraiment, en fait. Qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui est important de garder. Le deuxième, c'est plutôt la vision éclairée. On voit les cas d'usage d'une manière différente, et surtout les cas d'usage qui concernent le cœur de métier, qui montrent que dans un contexte géopolitique instable, par exemple, eh bien, c'est un gros pari de rester sur une IA très forte dans le métier. Et enfin, ça nourrit une réflexion stratégique en général, puisqu'on identifie de nouveaux usages ou de nouveaux modèles pour se préparer au monde de demain. J'aimerais ici, avant de vous présenter le cas numéro 3, faire un peu une prise de recul sur les grandes questions autour de l'IA et des futurs de nos métiers que nous avons au LICA dans notre rôle de laboratoire. Alors, l'IA est depuis peu à portée de main.
certains l'ont déjà adopté, d'autres y ont un peu touché et certains sont très sceptiques. Tout va très vite et tout le monde n'est pas au même rythme. Il y a un gros enjeu pour les organisations si elles souhaitent s'emparer de l'IA avec responsabilité dans les métiers, qui demande un alignement des organisations sur les usages et sur les limites à ne pas franchir. Mais il y a quand même des choix que nous allons prendre aujourd'hui, et ces choix concernent plutôt le futur de nos métiers et l'évolution de nos métiers. Dans ce type d'atelier de design, 4 questions ou paradoxes reviennent systématiquement. Et je tiens à vous les partager. Le premier, il est plutôt de l'ordre technique. L'IA est-elle vraiment capable d'accomplir ces tâches? Est-ce que le contexte de notre monde le permet-il? C'est un peu ce qu'on a vu avant. Est-ce qu'on peut laisser l'IA faire seule ou elle doit être complémentaire avec l'humain? La deuxième, elle est plutôt de l'ordre personnel. OK, si je délègue des tâches à l'IA, quelles sont mes nouvelles tâches et quelles sont mes nouvelles compétences? Encore une fois, si l'IA ne se suffit pas à elle-même, il faut qu'un humain passe derrière et assure le rôle de contrôleur. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus épanouissant dans notre travail? Je repense à il y a quelques années quand nous nous réjouissions de ChatGPT qui pouvait trouver une erreur dans notre code en quelques secondes. Est-ce que quelques années plus tard, les rôles seront donc inversés? C'est à l'IA de créer et nous de contrôler. Ça paraît moins dynamique qu'avant. Le troisième questionnement, il découle du deuxième. Est-ce que les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail seront suffisamment expertes du métier pour soutenir l'IA? Est-ce que je peux être contrôleur d'un métier que je n'ai jamais appliqué? C'est une question qu'on soulève. Et la dernière, enfin, mais est-ce que la future génération aura envie d'exercer ces métiers? Je pense ici à mon neveu Émile, de la génération Alpha, qui est un peu marginal à se dire vouloir être ingénieur par rapport aux autres camarades de classe. Les millennials sont arrivés dans l'entreprise en parlant de quête de sens. On dit que la génération Z chamboule le rapport au travail. Je tiens à préciser que la génération Alpha sera dans les couloirs de vos entreprises dans 5 ans. Il est temps de penser ce que nous allons faire de ces métiers en observant par exemple l'état actuel du monde de l'entreprise. Vous savez, ces fameux signaux faibles dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que nous disent les grands penseurs de notre temps? On parle de burn-out, désengagement, bullshit job, ça vous parle? Bref, aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Nous avons l'opportunité de choisir la place que nous donnerons à l'IA dans notre vie professionnelle. Ne serait-ce pas l'opportunité d'être créatif avec l'IA et d'oser imaginer ce que nous pourrions faire avec elle? Après tout, intégrer l'IA dans nos métiers serait peut-être la solution à ces problématiques contemporaines. Ce temps libéré serait peut-être l'opportunité de le remplir de sens. Ça m'amène à une question, à un commentaire qui revient systématiquement quand on trouve des cas d'application d'IA dans les métiers. Pour répondre à la question, que faire de ce fameux temps gagné? Quand on dit « je peux mettre de l'IA dans mon travail, ça va me faire gagner du temps », qu'allons-nous faire de ce temps? C'est le moment d'être créatif, c'est le moment d'explorer et de se demander qu'est-ce qu'on a comme opportunité derrière. Imaginons que j'ai voulu être assistante RH, car ce qu'il me plaît, c'est être au cœur proche des personnes en entreprise. Après quelques années, je suis peut-être arrivée à une désillusion du temps qui était accordé aux entretiens individuels, à l'organisation d'ateliers de sensibilisation, etc. Si un chatbot me libère de 40% de mon temps à travers du traitement de mail, est-ce que cela ne serait pas le moyen de reconnecter avec ce qui faisait sens à mon métier et ce qui me fait plaisir au quotidien? C'est la fin de cette parenthèse concernant les métiers. Ce que j'essaye de vous montrer sur cette journée dédiée à la créativité, c'est que c'est le moment d'être créatif avec l'IA et de voir comment on peut transformer des contraintes en opportunités. Le dernier cas, il ne considère pas vraiment l'évolution de nos métiers actuels, mais le design fiction pour explorer les métiers de demain et donc ses futurs positifs. Ici, on est dans le cas d'un hackathon de 2 jours, avec un public qui est en quête de reconversion professionnelle et en quête de sens notamment. C'est un programme qui s'appelle Talents de la transition écologique que nous accompagnons au LICA. En gros, à l'issue des 2 jours, les participants doivent nous proposer des activités ou des business qu'il y aurait dans le futur. Nous les projetons dans un futur positif, inspiré des scénarios 1 et 2 de l'ADEME.
Suite à quoi, ils doivent imaginer les nouveaux usages, les nouveaux besoins et proposer des activités professionnelles. Alors, il y a plein de choses qui sortent du secteur de l'alimentation, de la santé, de l'aide à la personne. Mais pour conclure, je tiens à vous partager 2 solutions d'IA que nous trouvons assez pertinentes pour répondre à ces enjeux de transition. Vous avez GoCalanque, qui a une IA qui vous aide à optimiser vos vacances éco-responsables en vous orientant vers des plans B à impact en cas d'aléas climatiques. Vous avez sinon SimApp, le système intelligent de mutualisation spatiale, qui permet, grâce à son IA et son esprit collaboratif, de résoudre des problématiques de logement et d'occupation d'espace qu'on peut déjà connaître aujourd'hui. Bref, il y a de nombreuses opportunités avec l'IA. Il est venu le temps de les explorer et de choisir où nous voulons mettre nos efforts. Petite conclusion sur les bienfaits d'explorer les futurs positifs, de l'innovation, des solutions pertinentes, une confiance, une envie de renouer avec l'envie de vivre l'avenir, et enfin de l'optimisme. Vous savez maintenant que le design fiction peut être un outil pour explorer les futurs de manière créative, voir ces opportunités insoupçonnées, voir où est-ce qu'on veut mettre de l'énergie aujourd'hui et pour quel choix. Et si vous voulez explorer ces futurs positifs avec nous, n'hésitez pas à venir nous voir sous le soleil de Marseille. Pour cette conclusion, je rappelle Raphaël avec moi. Ouais, pour conclure, on pourrait avoir un peu le réflexe facile de se dire l'IA va nous rendre plus créatives, on va la prendre, elle va booster notre créativité. Mais on l'a vu tout au long de cette journée, être créatif, ça demande de la méthode créative, ça demande un cadre organisationnel, humain, culturel. C'est pas quelque chose d'inné de juste utiliser un outil qui va nous sauver de cette créativité-là. On a aussi vu que les outils d'IA, quand on les utilise, ils proposent des choses plutôt entre guillemets banales et qu'on a besoin d'apporter un twist, quelque chose qui va aller décaler, qui va aller apporter quelque chose de plus. Donc la question, à notre sens, c'est moins l'IA pour être créatif, et on ne voulait pas venir ici avec une masterclass sur comment utiliser un outil d'IA qui va booster votre créativité. À notre sens, la question, c'est quelles sont les conditions pour utiliser des IA de façon libre, de façon éclairée, de façon responsable, qui sont les conditions nécessaires pour que notre créativité s'exprime à travers les outils d'IA. C'est l'occasion aussi de vous partager nos partis pris pour lesquels nous sommes convaincus. Pas d'intelligence artificielle sans intelligence collective. Vraiment dans la conception, dans l'imagination de cas, intégrer les personnes concernées et proposer inclusivité, créativité dedans. Et enfin, 2 outils, l'optimisme, sans lequel on n'agit pas. Le pessimisme paralyse, donc il faut rester optimiste pour oser explorer ces opportunités. Et enfin, de la lucidité, gardons les pieds sur terre et agissons en conscience. Pour illustrer cette notion de lucidité, optimisme, on travaille au LICA sur des contre-discours de l'IA, notamment par exemple, avec lucidité, aujourd'hui on entend le fait que l'IA accentue la fracture numérique et segmente la société. Et il faut avoir la lucidité de pouvoir se le poser, de pouvoir en parler. C'est un enjeu démocratique qu'il faut qu'on partage. Mais aussi, on a cette vision optimiste qui est sur ces mêmes sujets. L'IA peut nous aider sur les sujets d'inclusion, d'arriver à surmonter les barrières de communication, de langage ou de handicap. Par exemple, on a des IA qui traduisent du texte en langage des signes, et quand on sait qu'il y a 80% des sourds qui ont des difficultés à lire du texte, ces outils-là ont un vrai impact en termes d'inclusion. Donc on a vraiment sur l'IA à chaque fois cette double possibilité, et l'IA c'est vraiment ce qu'on en fera. Donc du coup, pour nous, c'est pas l'IA qui est créative, c'est celui ou celle qui arrivera à s'en servir autrement. Merci.